Alors, le stress, maintenant les émotions. Vous voyez cette roue qui est la roue des émotions de M. Plutchik. On ne va pas rentrer dans les détails, mais finalement une palette, comme ça a été dit, une palette très très large d'émotions. Les émotions, ça sert à quoi? Alors, schématiquement encore, finalement, les émotions sont des processus qui sont des processus tout en un, qui nous permettent de réagir dans des situations données. C'est-à-dire que on ne décide pas de ressentir telle ou telle émotion. Vous êtes d'accord avec moi? On se dit rarement « je vais me mettre en colère » ou alors « je vais être joyeux ». On peut éventuellement. En général, ça se passe de manière évidemment automatique et instinctive. Et quelle est la fonction des émotions? Eh bien, encore une fois, dans une perspective de l'évolution de l'espèce humaine, eh bien, finalement, ces émotions, elles ont servi au départ à nous permettre de réagir de façon automatique à des situations qui posaient un problème aux primates ou aux humains. Vous voyez la réaction de colère qui permet de se défendre dans une situation de danger, la réaction de peur qui permet, elle, de se mettre à l'abri, et puis le dégoût qui permettait également d'éviter des aliments, des nourritures qui étaient potentiellement dangereuses. Donc, les émotions négatives. On sait maintenant, il y a vraiment un ensemble de travaux très très conséquents sur ces sujets, sur les liens entre émotions négatives et santé. On peut les décliner en stress, anxiété, dépression, colère. On parle d'émotions négatives beaucoup en psychologie. Certains préfèrent le terme émotion désagréable parce que c'est vrai que pour certains, les termes négatifs et positifs ont une, ont une connotation qui peut être déplaisante. C'est vrai que la tristesse ou la colère ne sont pas forcément toujours des émotions négatives, elles sont néanmoins désagréables et par contre, en termes d'étude des émotions, il est important de pouvoir les différencier en termes de valence et de tonalité émotionnelle. Ça permet de faciliter les choses sur le plan de la recherche. Alors, comme je le disais, beaucoup de travaux qui ont été réalisés depuis une vingtaine d'années sur les liens entre émotions négatives et santé. On ne va pas évidemment parler de tout ça maintenant et on va aborder d'emblée l'autre facette des choses qui est ce qui est lié aux émotions positives. Alors, émotions positives ou émotions agréables, hein, comme je le disais, finalement pendant très longtemps, la psychologie, en tout cas jusqu'aux années 90, au milieu des années 90, la psychologie a considéré qu'il était de son devoir, que sa mission était de trouver des solutions à la souffrance de l'individu. C'est-à-dire que le but de la psychologie était de permettre finalement de supprimer l'angoisse, le stress, l'anxiété, la dépression pour permettre aux êtres humains, aux individus d'aller mieux. Mais d'arriver, somme toute, à une sorte de position neutre. C'est ce qui s'est produit pendant longtemps, où on se focalisait finalement sur cet aspect des choses. À partir des années 90, on a réalisé qu'il était possible également d'envisager cette partie de l'expérience humaine, hein, c'est-à-dire qu'il était possible aussi de se poser la question qui a été posée en fait par Martin Seligman quand il a été élu président de l'Association américaine de psychologie dans les années 90. Il a posé les bases d'une réflexion de la psychologie scientifique sur ce qui faisait l'expérience humaine et toute sa richesse. Donc des études centrées davantage sur le bien-être, le développement personnel, les ressources psychologiques. Alors, une des études qui a vraiment donné l'impulsion à ces travaux, ça a été la fameuse étude des nonnes américaines, une étude qui a été réalisée donc, dans un monastère aux États-Unis, une étude qui était au départ centrée sur la maladie d'Alzheimer, justement. Les chercheurs ont eu la possibilité d'exhumer les écrits qui avaient été rédigés par ces nonnes au moment de leur entrée
au couvent. Et ils se sont rendus compte en faisant une analyse systématique, sémantique et centrée sur les tonalités émotionnelles, eh bien qu'il y avait des différences extrêmement importantes et des liens surtout entre les tonalités émotionnelles plus ou moins positives ou négatives et la survie de ces nonnes. C'est-à-dire que celles des nonnes qui avaient des écrits avec une intensité émotionnelle positive la plus forte, eh bien, avaient vécu près de 10 ans de plus, je dirais, avec une survie de 10 ans plus longue que les nonnes qui avaient une tonalité émotionnelle négative. Alors, ça avait été évidemment une grande surprise, ce n'était pas du tout ce que les chercheurs étaient venus chercher, et par contre ça a eu la fonction de jeter un grand nombre de laboratoires de psychologie expérimentale, de psychologie centrée sur les émotions, sur cette piste du lien entre les émotions positives et la santé. Alors, pour essayer de comprendre un peu mieux ce dont on parle quand on parle d'émotions positives, on va rester quelques secondes avec ce petit bonhomme. Par contre, il va falloir peut-être le mettre en route. Comment vais-je faire? Voilà. Alors, vous voyez les réactions, hein, on projette sur l'écran un petit bout de chou en train de rire. Et bien finalement, ce que j'ai fait là, c'est ce qui se fait dans de nombreux laboratoires qui s'intéressent à l'impact des émotions. Clairement, c'était une émotion positive, d'accord ? Vous avez vu que ça a déclenché quand même des rires assez importants et je pense aussi une sensation agréable, vous me contredirez si ce n'est pas le cas, mais ça a un effet quand même assez rapide. C'est l'intérêt, je vous ai mis cette petite vidéo pour mieux comprendre en fait le type d'étude qui peut être faite justement pour tester l'impact des émotions sur la santé. Eh bien, c'est avec des vidéos de ce type, en choisissant 4 tonalités émotionnelles différentes. Donc là, on était plutôt, comme vous l'avez vu, dans la joie. Il y a des vidéos émotionnelles liées à un état de contentement, c'est-à-dire on peut voir des vagues, la mer avec des vagues assez calmes, des vidéos neutres, et puis une vidéo qui peut déclencher la tristesse. Alors, que fait-on avec ces vidéos? C'est une étude de Barbara Fredrickson qui sera d'ailleurs à Paris la semaine prochaine dans le cadre des rencontres perspectives. Donc, Barbara Fredrickson est une des stars de la psychologie positive et cette expérience est une expérience très intéressante pour ce qu'elle montre sur les répercussions finalement de notre état émotionnel sur notre physiologie. Donc dans cette expérience, l'équipe de Barbara Fredrickson a pris un groupe d'étudiants, les a mis en situation de stress, en leur faisant prendre la parole en public et ensuite à mesurer leur réaction physiologique de stress, donc à bien vérifier qu'ils étaient stressés, qu'ils avaient une fréquence cardiaque augmentée, une tension artérielle augmentée et puis ensuite ils les ont
séparés en 4 groupes. Un groupe, regardez une vidéo du style de celle que nous venons de voir. Un autre, regardez donc une vidéo simplement associée au contentement. Une autre vidéo dans la neutralité et une vidéo qui pouvait générer la tristesse. Qu'est-ce qu'ils ont vu à la suite de la diffusion et après que les étudiants, les 4 groupes d'étudiants aient visionné ces vidéos? Eh bien, ils ont vu finalement une différence très importante dans le temps de remise à l'équilibre des réactions physiologiques. C'est-à-dire que ces paramètres qui avaient été mesurés auparavant, de rythme cardiaque, de tension artérielle, eh bien, ils revenaient plus rapidement à la normale dans les groupes qui avaient regardé des vidéos à tonalité positive, alors que ceux qui avaient regardé cette vidéo qui évoquait la tristesse, eh bien, mettaient plus de temps pour revenir dans un état de normalité sur le plan cardiovasculaire. Donc, une des études qui peut nous permettre de comprendre, étude bien sûr réalisée en laboratoire avec des personnes saines, mais qui peut nous permettre de comprendre quel impact ont les émotions sur notre physiologie. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Vous allez vous demander pourquoi je vous mets une poêle à frire avec un œuf au plat dessus, mais vous allez bientôt comprendre. On peut présenter ces choses de 2 façons. Sur le plan scientifique, on sait en fait que pour toutes les raisons qu'on vient de voir précédemment, eh bien, nous ne sommes pas égaux face aux émotions. C'est-à-dire que les émotions négatives ont un impact plus fort sur nous. Elles nous ont permis de survivre au cours de l'évolution et donc elles ont une place prépondérante dans notre espace mental. Une façon plus simple de dire les choses, par une métaphore qui n'est pas de moi, qui est de Rick Hanson, mais qui peut permettre de comprendre finalement pour quelles raisons il est important d'essayer de faire des efforts et de mettre en place des stratégies et des pratiques pour essayer de renforcer les émotions positives, eh bien c'est que les pensées négatives, les émotions négatives, elles s'accrochent à notre cerveau, à notre esprit comme du velcro. Vous savez que quand vous voulez séparer 2 morceaux de velcro, vous devez faire un effort, c'est-à-dire que ça ne se fait pas de soi-même. Par contre, les émotions positives, d'une certaine manière, elles glissent sur nous comme du téflon. On ne les perçoit pas forcément, on ne les identifie pas forcément, on les laisse passer et on a tendance à passer à autre chose et à rester d'une certaine façon sur un mode qui est davantage un mode négatif. Vous le voyez, des études qui ont été faites dans de très nombreux domaines, et que ce soit dans le domaine personnel, familial, dans le domaine professionnel, eh bien, les émotions positives pèsent plus lourd, les émotions négatives, pardon, d'une certaine manière pèsent plus lourd que les émotions positives, et il faudrait à peu près 3 émotions positives pour compenser une émotion négative. C'est-à-dire que si vous avez un accrochage avec votre compagnon, votre collaborateur, eh bien, il faudra finalement 3 interactions à tonalité positive pour revenir dans un état d'équilibre. Donc, l'importance de prendre conscience de l'impact de ces différents types d'émotions. Une autre chose importante est que nous savons tous que certaines personnes sont plus optimistes que d'autres, ont plus une tendance, je dirais, au bonheur que d'autres, mais tout ça a pu être évalué sur de très larges échantillons de population et on se rend compte que finalement notre état de base de satisfaction ou de bonheur est composé de cette façon-là, c'est-à-dire que 50% de notre capital bonheur, pourrait-on dire, eh bien, ce sont les aspects génétiques ou éducationnels, c'est-à-dire ce que l'on reçoit en héritage. 10% sont les circonstances de notre vie. Nous sommes nés où, nous avons choisi quelle activité professionnelle, quel partenaire nous avons. Donc tout ça compose 60% de ce qu'on pourrait appeler notre capital bonheur. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les 40% qui restent, eh bien, finalement, ce sont nos activités volontaires, ce que l'on décide de faire de notre vie et de notre existence. Et ces 40% eh bien, constituent, comme vous le voyez, une part importante quand même des choses que nous pouvons changer, sur lesquelles nous avons du pouvoir. Et donc c'est 40% de notre tendance, on pourrait dire, à être heureux. Alors,
la grande question, hein, qu'est-ce qui nous rend heureux? Est-ce que c'est l'argent, le pouvoir, la grosse voiture, la célébrité? Chacun aura une réponse, j'imagine, mais on commence aussi à étudier ce type de questions qui étaient des questions philosophiques, existentielles pendant très longtemps. Maintenant, la psychologie scientifique commence à avoir donc des réponses à apporter. Alors, ce que l'on sait, c'est que l'argent, par exemple, eh bien, évidemment, en dessous d'un certain seuil, si on n'a pas ce qui nous permet de satisfaire à nos besoins, ça va être très difficile d'être satisfait, d'être heureux. Par contre, au-dessus d'un certain seuil, eh bien, on revient très très vite à notre état de base. On sait que les personnes qui ont gagné au loto, des millions parfois, eh bien, évidemment, pendant quelques semaines, quelques mois, elles peuvent avoir un niveau de bonheur, je dirais, beaucoup plus élevé, beaucoup plus important. Eh bien, pourtant, quand on les suit dans la durée, on se rend compte qu'au bout de quelques semaines, de quelques mois, elles reviennent à leur niveau antérieur de bonheur. Donc, finalement, l'argent ne fait pas le bonheur, on le savait, on s'en doutait, mais on en a la confirmation scientifique. Donc, le toujours plus, hein, on vit dans une société de consommation, nous le savons tous, on est tous à la recherche de la prochaine promotion, du prochain modèle de téléphone portable, de la plus grande télé, et puis on se retrouve d'une certaine façon sur ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique, c'est-à-dire toujours en recherche de l'expérience suivante, et ça n'est pas forcément comme ça qu'on améliore notre satisfaction. Donc, à la différence de ce tapis roulant hédonique, et finalement, ce que l'on sait, c'est qu'il existe de grandes émotions, des grandes dimensions liées à l'existence humaine, que sont l'optimisme, la vitalité, la curiosité, la fierté, être fier et content de ce que l'on a fait, la satisfaction, la gratitude, on parle de plus en plus de l'importance de la gratitude dans les relations que nous avons avec les autres, la compassion. Et vous voyez que ces émotions ont été étudiées à la fois sur le plan de la santé physique, donc des études de cardiologie qui montrent l'impact des émotions positives par rapport à la récurrence ou pas d'événements cardiovasculaires, et également leur impact sur la morbidité et la mortalité, sur le fait qu'elles permettraient de vivre plus longtemps. Alors, on le disait, hein, les émotions positives, elles ont tendance à glisser sur nous. Pourquoi ne pas essayer de faire avec ces émotions positives ce que l'on peut faire lorsqu'on prend un verre de bon vin? J'imagine que vous avez tous l'habitude, quand vous prenez un verre de vin ou un morceau de chocolat, d'y accorder un peu d'attention, d'essayer de le laisser en bouche. Vous savourez ce moment-là, comme ce petit enfant qui plonge le nez dans la fleur. Et donc, les recommandations de la psychologie positive sont finalement d'essayer à la fois d'identifier ces nombreuses émotions positives que l'on a tous dans notre vie. Parfois, par émotion positive, les personnes imaginent que l'on va parler du jour de notre mariage ou la naissance des enfants. Les émotions positives, ce n'est pas que ça, c'est aussi toutes les petites émotions très simples de la vie de tous les jours, le sourire de nos enfants, la rencontre agréable avec quelqu'un qu'on connaît, un échange avec la personne avec laquelle on vit. Donc tout ça, ça forme des petites bulles d'émotions positives. Encore faut-il savoir les identifier et être capable de les déguster. Alors, un autre philosophe français connu avait dit « l'enfer, c'est les autres ». Alors ça fait toujours rire quand je présente ça à l'étranger, parce que je me moque des philosophes français. Donc, alors Sartre a dit « l'enfer, c'est les autres ». Alors bien sûr, c'était lié à un contexte particulier, mais on sait maintenant que bien c'est complètement faux. Bien sûr, vous l'avez vu, on le sait, mais vous l'avez vu dans le film et on le répète. L'enfer, c'est pas les autres. Au contraire, on sait maintenant que le sentiment de solitude, le sentiment d'être isolé, de ne pas avoir de soutien social, eh bien c'est un facteur de risque qui est correspondant, qui est équivalent en fait au fait de fumer, équivalent au tabac et à l'obésité. Donc l'importance bien sûr de cultiver les bonnes relations qu'on peut avoir avec les autres et de mettre en place parfois les stratégies qui peuvent être nécessaires pour les améliorer.
Alors pour quelles raisons c'est important? Moi je pense qu'il n'y a plus beaucoup de doutes sur la question. Vous avez vu, on en a parlé dans le film, on peut brièvement quand même redire que eh bien, dans le cadre de l'évolution de l'espèce humaine, on a vécu pendant des millénaires dans des groupes humains qui assuraient notre protection, notre satisfaction, et puis que même si on a évolué, pour devenir plus proche de ce penseur de Redin, eh bien, nous avons quand même toujours extrêmement besoin des autres.